Bonjour à toutes et à tous. Et j'ai le redoutable privilège, si privilège il y a, de débuter les talks de TEDx. Ils ont d'abord mis les seniors en tête parce que nous avons un bus qui nous attend pour nous ramener à la maison de retraite, donc il n'y a pas de problème. Et je voulais simplement continuer ce voyage auquel vous avez été conviés et vous amener dans mon voyage, ma réflexion. Et c'est un voyage très lointain auquel je voudrais vous entraîner. Ce voyage, il y a près de 14 milliards d'années, il y avait ce qu'on appelait le Big Bang et ce que d'aucuns appellent le Big Bang, création de l'univers. C'est le monde de la physique. Et puis, peu de temps après, arrivent les molécules, c'est le monde de la chimie. Ce monde de la chimie s'entoure ultérieurement de membranes, ça devient la cellule, c'est le monde de la biologie. Nous sommes 4 milliards d'années. Et puis il y a 200 000 ans, l'homme apparaît, c'est le monde de l'histoire. Et ce monde de l'histoire, c'est aussi celui de la connaissance, parce qu'il y a seulement 500 ans, on commence à connaître un peu le développement de l'homme, on commence un peu à connaître le fonctionnement de l'être humain. Et en 1953, on isole une molécule qui s'appelle l'acide désoxyribonucléique. Et son nom de baptême, c'est ADN. Et c'est ce que vous voyez ici, ce petit flocula que vous voyez, c'est la vie. C'est la vie qui apparaît dans nos tubes à essai. Et il va falloir attendre quelque temps pour connaître le fonctionnement chimique de cette molécule qui représente la vie, qui représente la transmission. Et la question est-ce que, connaissant tout ce phénomène, est-ce que nous pourrons avoir au XXIe siècle le début de l'immortalité ? Voilà une grande question philosophique, voilà une grande question scientifique. Avons-nous les moyens et serons-nous centenaires dans quelque temps, 2030 par exemple? Serons-nous un nombre de centenaires suffisant? Eh bien, les chiffres nous le montrent. La projection est qu'en 2060, nous serons pratiquement 200 000 centenaires. Je dis nous parce que je l'espère un peu. Le premier moyen que nous avons pour aller au-delà de notre vie actuelle, c'est d'abord la connaissance des maladies. Et lorsqu'on a marché sur le génome, alors le terme « marcher sur le génome », décryptage du génome, 2003-2006, on a isolé tous les gènes humains et on a caractérisé chaque partie de gène en se disant « tiens, voilà ». Ça, c'est une susceptibilité à une maladie, ou ça, en fait, ça ne sert à rien. 80% de notre génome ne sert strictement à rien, c'est ce qu'on appelle communément le gène poubelle. Sauf que notre gène et notre génétique fait que nous avons 90% de similitude avec le chimpanzé. Rien d'étonnant. Que nous avons 60% de similitude avec la mouche. Ça devient un petit peu plus étonnant. Et nous avons 20% de similitude avec le champignon de Paris. C'est ce qu'on appelle l'ontogénie, c'est-à-dire la descendance que nous avons. Et c'est cette molécule qui s'est formée il y a 14 milliards d'années. Elle est là. Et donc, ces maladies, nous pouvons les déterminer. C'est ce qu'on appelle la médecine génétique. Qui a créé autre chose, c'est la médecine préventive. Nous connaissons les gènes, nous connaissons la susceptibilité à faire des maladies. Oui, mais j'arrête tout de suite. Ce n'est pas parce qu'on est porteur d'un gène que l'on va forcément faire la maladie. Attention à cela. Donc cette médecine, c'est une médecine qui devient la médecine préventive. Et vaut-il mieux avoir une médecine préventive qu'une médecine de soins? Deuxième possibilité technique que nous avons,
le traitement des infections. C'est évident, depuis Fleming, on sait traiter les bactéries, on sait éradiquer les maladies infectieuses. Oui, mais pas toutes. Parce que la bactérie a su très bien reconnaître les antibiotiques et détourner les antibiothérapies. Quant au virus, n'en parlons pas, on n'a quasiment aucun traitement pour les virus. Et vous connaissez l'épidémie de HIV, de immunodéficience acquise qu'on appelle le sida, ou le virus Ebola, par exemple, dont on vient de mettre sur le marché d'ailleurs la vaccination. Comment éradiquer ces maladies infectieuses? Par la vaccination. C'est comme ça qu'on a vaincu la variole. Et qu'on est en train de vaincre, du moins faut-il l'espérer, la polio, grâce au Rotary et à la fondation Bill Gates. L'OMS peut vacciner des populations entières, sauf que, oui, mais les conflits actuellement ne permettent pas cette vaccination de masse. Troisième possibilité que nous avons, c'est le changement, j'allais dire le changement de pièces détachées. Oui, nous savons faire de la transplantation. Oui, nous savons greffer un cœur, nous savons greffer un rein, un foie, un pancréas. Nous savons le faire. Oui, mais y a-t-il compatibilité avec cet organe greffé? Et lorsqu'on greffe des cellules de moelle osseuse, eh bien, il se produit quelque chose de phénoménal, c'est-à-dire que le greffon que vous avez introduit chez la personne déficiente va créer elle-même le rejet de la personne dans laquelle elle a été implantée. Oui, mais on peut effectivement guérir de ce type de maladie. Oui, mais il va falloir avoir un traitement à vie pour empêcher le rejet. Quatrième possibilité, se faire cloner. Mon Dieu, comme c'est beau. Vous le faites chaque jour pour les jardiniers. Vous n'avez jamais fait de bouture de géranium? Vous faites du clonage. Alors, il y a deux chercheurs écossais qui ont effectivement réalisé le clonage en 2003, le clonage d'une brebis. Magnifique. Ils ont prélevé des cellules chez une mère, des cellules de la mamelle de cette mère, et ils ont pris le noyau de cette cellule qu'ils ont transplanté dans un ovule dans lequel ils avaient déjà retiré le noyau. Et ils l'ont réimplanté dans une mère porteuse. C'est un peu d'actualité, je le reconnais, mais bon. Et elle s'appelle Dolly, celle qui est née de ce clonage. Sauf que, oui, mais, lorsqu'ils ont prélevé ce noyau chez la mère donneuse, la mère avait déjà 6 ans. Et Dolly est morte à 6 ans. Dolly n'a pas survécu. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'âge de sa mère. Donc le clonage, oui, mais ce n'est qu'une technique. Enfin, on sait faire quelque chose d'absolument extraordinaire, et il y a peu de temps que nous savons que notre organisme est capable de se régénérer avec ce qu'on appelle des cellules souches. C'est magnifique. Dans mes études et dans nos études, on nous avait toujours dit qu'il y a 2 types de cellules qui ne se renouvellent pas. La cellule nerveuse et la cellule sexuelle. Il y a quelques années, le dogme a changé et on a découvert des cellules souches nerveuses. Et qu'est-ce que ça veut dire, cellule souche? C'est tout simplement une cellule qui est capable de devenir de l'os, du foie, du cœur ou une cellule nerveuse. Je prends l'exemple de la cellule nerveuse parce que vous avez certainement entendu parler d'un grand coureur automobile qui a eu un accident de ski, qui est actuellement en traitement dans un hôpital parisien par un transfert de cellules souches nerveuses. Donc peut-être, probablement, il y aura régénération de ce tissu nerveux. Oui, mais cette cellule souche aura-t-elle l'information
que cette personne possédait? Aura-t-elle la possibilité de connaître autre chose? Ne va-t-on pas transformer le psychologique de l'individu dans lequel on a transplanté ses cellules souches? Vous voyez que la technologie, que la science, que la connaissance peut nous amener à faire beaucoup de choses, et que le dernier point sur lequel je voudrais un petit peu orienter ce début de TEDx, c'est de dire que dans notre matériel génétique, celui qu'on a vu depuis le départ, il y a un petit fragment dans nos bouts de chromosomes, ce qu'on appelle des télomères. Qu'est-ce que c'est que cette partie télomérique? C'est la partie en jaune que vous voyez ici. Cette partie télomérique, elle est chargée du contrôle de la division cellulaire. Parce que tous les jours, à tous les moments, à toutes les secondes, notre système de cellules se divise. Mais elles sont sous contrôle de cette partie télomérique. Et ce contrôle, c'est le correcteur orthographique, si vous voulez, de certains logiciels. Lorsqu'il y a une erreur, c'est la partie télomérique qui agit et qui vient corriger l'erreur qu'il vient d'y avoir. De là à empêcher les fautes d'orthographe, c'est une autre paire de manches. Et cette partie télomérique, on s'est rendu compte dans des études chez des personnes centenaires que cette partie télomérique était un petit peu plus grande que les personnes d'un âge canonique. Elles étaient donc centenaires et elles arrivaient à l'âge de 100 ans parce que leur télomère était un peu plus grand. Vous me voyez venir. Élargissons notre espérance de vie. Élargissons nos télomères. Et ça, c'est l'immortalité. Et oui, mais si nous faisons cela, nous allons donner la réplication cellulaire, c'est-à-dire la division cellulaire, de façon totalement anarchique. Plus de contrôle de la machine. Plus rien. Ça s'appelle une tumeur. Donc vous voyez que notre oui mais à chaque fois, à chaque technologie, nous avons ce type de problème. Alors, c'est vrai que nous sommes à la limite de la philosophie, à la limite du transhumanisme, et je voudrais simplement conclure ce talk par cette phrase que l'on doit à François Rabelais, XVIe siècle. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » Et qu'un chanteur beaucoup plus proche de nous, Alpha Blondy, pour ne pas le citer, a repris cette phrase et l'a transformée en « Science sans conscience n'est que ruine et larmes ». Je vous remercie.